Alors Marie-Pierre, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, quand tu es une femme, mais un homme aussi, peut... Disons que c'est un sujet qui est tellement mystérieux que il peut être... En tout cas, pour moi, il est assez difficile à aborder, mais je suis hyper contente de l'aborder avec toi. On va parler de naissance, on va parler d'accouchement. Alors, toi, Marie-Pierre, tu es médecin généraliste, mais on va pas tellement parler d'accouchement en termes médicaux aujourd'hui. On va parler de ton expérience personnelle et notamment du livre Accoucher dans l'extase que tu as écrit, que je n'ai pas fini. Parce qu'étant à mon 6e mois de grossesse, je passe de j'ai envie de savoir à non, j'ai peur. Et en fait, ce que je trouvais hyper intéressant dans ton approche, c'est qu'on va pas parler donc de euh, technicité, de médical, mais on va parler plutôt d'expérience, de ressenti, de d'accouchement très positif, comme quelque chose qui peut nous donner plus de pouvoir, j'ai l'impression. Quelque chose de presque mystique. Euh, et donc, comme je le disais, donc toi, tu es médecin généraliste. Depuis des années, tu accompagnes euh, des patientes, des patients aussi d'ailleurs, avec une vision très intégrative du soin. Pas seulement la médecine, mais aussi la physiologie, la psychologie. J'irais même un peu de spiritualité. Est-ce que tu le dirais comme ça? Et d'énergie. Et d'énergie. Pour moi, ton livre Accoucher dans l'extase, c'est un vrai renversement du regard. Mm. En fait, c'est et si au lieu d'être un moment que l'on subit, ça pourrait devenir presque un passage initiatique, l'accouchement. Et si au lieu de vivre dans la peur, parce que tu vois, moi je suis le pur produit de la peur là-dessus, on pourrait aussi l'aborder finalement comme un moment de liberté, de reconnexion à soi et de puissance. Donc Marie-Pierre, bienvenue dans Cheminement. Merci Marguerite. Je suis ravie d'être là, surtout dans ces circonstances. Et ton résumé, tu n'as pas lu tout le livre, mais il est déjà très Assez juste. fidèle. Ouais, bravo. Et pour rebondir tout de suite, tu parles de puissance et tu parles de peur, mais sache que moi, j'étais envahie par la peur pendant ma grossesse. La peur de ne pas être une bonne mère et la peur de l'accouchement. Ouais, les deux. Donc, tu vois, c'est pas antinomique. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu avais peur de l'accouchement? Mm. Parce que j'avais que des témoignages négatifs autour de moi. C'est-à-dire que dans ma lignée, tous les accouchements se sont mal passés. Ok. Que ce soit dans les générations précédentes, mais également ma génération, donc qui était pour le coup des accouchements qui se voulaient médicalisés avec péridurale, où on pourrait se dire bon bah c'est safe, pour cette fois ça va être sans douleur, et qui pourtant malheureusement voilà ont été compliqués. Quand Euh, tu dis dans ta lignée, du coup, c'est des récits que tu as eus de ta mère, ta mm, grand-mère, ta tante, mm, etc. mm, mm. Et d'accord, c'est assez peu commun dans les familles parce que j'ai l'impression qu'en France, on a quand même cette tradition de ne surtout pas dire. Et moi, je tenais peut-être à pousser mon petit coup de gueule dès le début. C'est que j'ai autour de moi des femmes qui m'avaient dit mon accouchement s'est hyper bien passé. Mm. Et puis, en fait, je sais pas pourquoi, quelques semaines, quelques heures, quelques mois plus tard, elles m'ont dit, mais, ah mais non, mais Marguerite, ça s'est pas du tout bien passé. Mais j'allais pas te le dire. Et je lui dis, mais pourquoi Ah bah, elle me dit, bah encore plus maintenant que t'es enceinte, je vais pas te Mm. raconter. Mais vous voulez, mais en fait, c'est horrible ce que vous faites. C'est quoi cette culture de, on va te faire croire que ça s'est bien passé et en fait derrière ne pas dire la vérité, je trouve que Mm. ça fait encore plus peur. Donc Ouais. voilà, je tenais juste à le dire, je pense qu'il faudrait parler différemment de l'accouchement et se transmettre des choses de manière différente. Oui, puis on dit toujours tout s'est bien passé, la mère et le bébé vont bien.
parce que Ouais, ils sont ouais, pas tout le morts. temps. Voilà. C'est tout le temps, c'est ça, c'est exactement cette phrase que j'entends Ouais. depuis des années. Donc bon, c'est ce qui Qui veut tout et rien dire. exactement. Mais bon, du coup, toi, si t'es là, c'est pour raconter que ton premier accouchement Mmh. s'est très, très, très bien passé. Donc, je voudrais qu'on se concentre là-dessus. Et ma première question, c'est, de manière assez... alors, c'est pas pour opposer, mais c'est vrai que dans ma tête, et dans la tête de pas mal de personnes, je pense, on se dit, t'es médecin, t'es une geek, t'es une scientifique, t'es pro médecine, mais pourtant, tu as décidé de choisir un accouchement naturel. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'interroger sur la manière dont on accouche? Alors plusieurs choses. Donc en effet, donc je suis médecin généraliste et après mon internat et après ma thèse, j'ai entamé un diplôme interuniversitaire d'acupuncture, qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Et là, en fait, j'ai découvert tout un autre univers médical complémentaire avec une approche totalement différente dans laquelle le corps et l'esprit ne sont pas dissociés. L'un va toujours avec l'autre. Et en plus, de manière parallèle à ce diplôme interuniversitaire, euh, pour des raisons personnelles et de démarche par rapport au féminin, j'ai fait un travail en psychothérapie pour justement me comprendre dans mon féminin. D'où ces questionnements, en fait, assez rapidement aussi sur ma lignée, comment les accouchements s'étaient passés, est-ce qu'il y avait eu des pathologies gynécologiques, est-ce qu'elles avaient allaité, enfin, euh, et à cette période-là, il y a un livre qui était sorti qui s'appelait Femmes désirées, femmes désirantes de Danielle Flomenbaum, qui est médecin, gynécologue, acupunctrice. Cet ouvrage maintenant est devenu un best-seller. Et donc, à la fin de mes études d'acupuncture, je l'ai contactée et je lui ai demandé si elle voulait bien être ma directrice de mémoire d'acupuncture. Elle a accepté. Et donc, le sujet a été sur la gynécologie et les méridiens extraordinaires. Les méridiens extraordinaires, ce sont les premiers méridiens énergétiques qui apparaissent au moment de la conception de l'être. Et ce sont ces mêmes méridiens qui sont mis en place lors des rapports sexuels. Et donc, ça m'a donné toute une connaissance, en fait, anatomique et énergétique sur la gynécologie, donc pendant les rapports sexuels, mais également pendant la conception, la grossesse et l'accouchement. C'est quoi les méridiens? Les méridiens, ce sont des trajets énergétiques dans le corps, un peu comme des artères et des veines, mais ce sont des trajets d'énergie qui sont reliés à des organes du corps. Ok. Mm-mm. Et donc, tu décides de te spécialiser dans l'acupuncture, Mhm. qui est une médecine chinoise. Et là, petite parenthèse, parce que je pense qu'on a énormément à apprendre des médecines asiatiques. C'est pas vraiment un mot asiatique, puisque quand je pense à ça, je pense effectivement à la médecine chinoise qu'on cite souvent, mais même à l'Ayurveda Mhm. en Inde, etc. Donc, il y a la médecine occidentale a eu tendance à séparer le corps de l'esprit, ce qui aujourd'hui nous paraît, on se dit, c'est une approche qui n'est pas complète. C'est aussi une médecine par organe, donc c'est absolument phénoménal. On a des spécialistes du genou, des spécialistes du pied, des spécialistes du poumon, qui n'ont pas du coup les mêmes connaissances, et c'est des super spécialistes. Et ça peut être très utile, mais en même temps, c'est aussi très utile de Mhm. lier tout ça, parce que être en bonne santé, c'est pas juste être sans maladie, c'est aussi être bien dans sa tête, c'est aussi être bien avec les autres, etc. Et donc, tu décides de te tourner vers ce type de médecine-là, Mhm. et là, tu tombes enceinte? Pas du tout. Donc là, je fais ce fameux mémoire qui déjà m'ouvre. Donc déjà, l'univers de l'acupuncture m'ouvre énormément l'esprit. Vraiment, il a fallu désapprendre tout mon rapport au corps qu'on nous avait appris en Occident. Mhm. C'était vraiment une autre approche. Et je décide de m'installer au Portugal dans une clinique internationale.
Là, c'est vrai que c'est intéressant parce que je rencontre des femmes du monde entier et qui, elles, m'expliquent qu'elles ont accouché à domicile. Et que, en fait, que ce soit dans les pays du Nord, mais même dans d'autres endroits dans le monde, en fait, accoucher en maternité, c'est quand tu as une grossesse pathologique ou à risque. Mais c'est pas du tout en première intention le lieu où on va. Alors que nous, en France, on n'a pas du tout cette vision. Euh, c'est plutôt l'inverse. On se dit que c'est plutôt original de faire un accouchement à domicile et que c'est raisonnable d'être en maternité. Donc déjà, ça m'apporte aussi une autre vision. Mm. Euh, et je faisais pas partie non plus de ces femmes qui voulaient être mère pour être mère absolument. Euh, J'aurais pas été mère, c'était ok en fait. J'étais pas non plus dans, dans cette recherche absolue. Et donc je suis devenue enceinte par surprise, un bébé surprise qu'on a décidé de garder avec son papa. Je remarque que Hmm. tu n'emploies pas le mot Ouais. tomber enceinte. Ouais, volontairement. Ouais, ouais, ouais. On peut, ouais, j'ai pas envie d'y voir une chute, mais pourquoi pas finalement? Ouais, mais Ça peut c'est en être marrant. une, Ma mère mais hmm, me disait ça quand je suis tombée enceinte. Elle disait, Margaret, enfin, ne tombe pas enceinte. Oh, pardon, c'est l'expression, mais c'est intéressant c'est mignon que de ta mère remettre le en dise. question. Ouais, 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 c'est ouais, chouette. c'est marrant parce qu'il y Hmm, a beaucoup de choses. On a un enfin, assez grand décalage. Disons que je suis la dernière de ses filles, donc, hmm, enfin, de ses enfants. Donc, on a plusieurs années nous séparent. Et c'est marrant qu'elle me fasse cette hmm, remarque-là, alors que c'était plutôt son époque où je pense que tout le monde devait dire je suis tombée enceinte. ouais, ouais. Et donc le père de mon enfant était à Paris, donc je suis revenue en France. Et de là, en fait, au début, je me suis dit, bah, pourquoi pas accoucher à domicile? Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment très compliqué de trouver une sage-femme qui accepte d'accoucher à domicile. Et puis à l'époque, j'habitais pas loin de ce studio d'enregistrement, dans un atelier d'artistes, et donc on était quand même assez... Enfin, il y avait une certaine promiscuité, et je me suis dit que non, en fait, j'allais manquer d'intimité, et en fait aussi, pour dire la vérité, comme je ne savais pas si j'arriverais à accoucher de manière physiologique, même si j'avais ces connaissances scientifiques de mes deux univers, on va dire. Mais j'en savais rien du tout, moi, si j'arriverais, comment ça allait se passer. Et donc, pour le coup, ça me rassurait, moi, d'accoucher en maternité. Et j'avais la chance donc d'habiter près d'une maternité qui pouvait accompagner et accepter le projet d'accouchement physio. Mais je me disais, bon, si j'y arrive pas, je demanderai la péridurale. J'étais pas du tout en mode warrior et péridurale ou physio. Enfin, l'un n'empêchait pas l'autre pour moi. Et donc, du coup, tu es devenue Mm. enceinte et la grossesse se passe bien. La grossesse se passe bien. Comme je te dis, j'avais quand même... quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je, je me suis vue devant le test, et à la fois avec une grande joie et en même temps une certaine gravité Mhm. qui m'a emplie en fait de cette prise de conscience de cette décision et du coup du rôle que j'aurais à charge de la responsabilité de la vie de cet enfant. Et tu disais d'ailleurs, tu t'es demandé si tu allais être une bonne mère. Je Mm, crois que c'est le terme que tu as utilisé. Qu'est-ce mm. que tu entends par là? Si j'arriverais à être juste, à savoir l'aiguiller, à savoir être respectueuse, à savoir lui montrer le chemin, ouais, c'était important pour moi. Et on a décidé avec son père d'être suivi en autonomie. Ok. Tu vois ce que c'est l'autonomie? Oui, mais je veux bien que tu Ouais. définisses pour les personnes qui nous écoutent. L'autonomie, on appelle ça aussi la science de l'affectivité. C'est par le toucher en fait.
Alors, elle peut être utile dans plusieurs phases de vie, dans celle de l'accueil de la vie, mais aussi pour aider des personnes à partir ou dans d'autres circonstances. Mais en tout cas, là, dans le cadre de la maternité, c'est vraiment pour renforcer la triade des parents avec l'enfant. Donc, les deux parents sont toujours là, en fait, pour chaque séance. Et on apprend à positionner les mains sur le ventre, à faire bouger le bébé, à dialoguer avec le bébé. Ouais, à rentrer en contact avec Mm, lui parce que mm. c'est pas évident. On se dit, il suffit de toucher les mains, mais ça marche pas comme ça, hein. Ouais, tout à fait. Et puis aussi pour le ou la partenaire d'avoir aussi cette possibilité de rentrer en contact parce que pour nous, c'est évident. On a le bébé, on le sent. Mm. Et, euh, et donc, ouais, pour renforcer cette triade, ensuite, sur la fin de la grossesse, on apprend des positions pour alléger les douleurs le jour de l'accouchement, pour accueillir le bébé. Donc on s'entraîne avec un poupon à se positionner pour attraper le bébé. Et c'est vrai que ça permet d'inscrire en fait dans le cerveau ces possibilités-là. Mm. Et ainsi, moi, le jour de l'enfantement, ça a été évident euh, que je l'ai attrapé. Tu vois, je me suis même pas posé la question. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est génial. Et l'aptonomie, donc ensuite, on peut la continuer en postpartum pour les positions d'allaitement, pour bien maintenir le bébé. Et c'est des bébés qui sont en général très ouverts au monde. Ils sont déjà dans la communication. Je voudrais revenir sur l'importance du choix de ton titre, accoucher dans l'extase. Tu Tu accoucheras dans accoucheras dans l'extase. l'extase. Ouais. Quand on voit tu accoucheras dans une phrase en France traditionnellement, c'est pas associé au mot extase, Mm, donc c'est un très bon choix. J'imagine que ça a dû mm, être fait exprès. Je vais pas y aller par quatre chemins. Dans ton livre, en fait, non seulement tu expliques que... Enfin, tu expliques. Pardon, c'est pas que tu expliques, c'est que tu racontes ton expérience et mm, qu'on comprend donc que l'accouchement, c'est pas forcément une étape... alors, désolée, hein, de souffrance. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai en tête. Je pense que on a beaucoup ça à cause de la culture populaire, à cause des séries, à cause des films, à cause de peut-être aussi des récits. Mais c'est vrai que la première chose à laquelle moi je pense est très personnelle, c'est à la douleur. Moi j'ai peur d'avoir mal. Mais en fait, on peut aimer, on peut être dans un état justement d'extase. Il y a plusieurs choses à ça. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer d'un point de vue scientifique ce qui se passe dans le cerveau d'une femme qui accouche, dans le sens où il y a vraiment... Enfin, disons que c'est mon interprétation et tu me corriges mm. si je dis des bêtises, mais c'est quand même quelque chose de très naturel. Si ça l'était pas, il n'y a pas des femmes qui accoucheraient dans le coma, par exemple. Donc c'est pas tellement que quelqu'un nous accouche, c'est que c'est quand même quelque chose que le corps sait faire, que le corps connaît. Et pour le faire, arriver à se connecter avec... Enfin, il faut réussir à être dans sa bulle Mm. et à se faire confiance et à sentir et à aider en fait notre bébé à sortir. Parce que moi, la façon dont je le vois, c'est un peu que il est bien, il est dans son liquide amniotique, il est à 37,5 pendant tout le truc, il a à manger, etc. Il est bien et un jour, il va se dire, bah, il faut que je parte d'ici. Donc en fait, il faut aussi l'aider à sortir et à découvrir le monde. Du coup, d'un point de vue physiologique, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une femme Mm. qui accouche? Alors, juste pour revenir sur Tu accoucheras dans l'extase, évidemment, euh, c'est un titre qui amène à transcender l'anathème Tu enfanteras dans la douleur. Ouais. Euh, et en aucun cas, c'est une injonction. Oui, bien sûr. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Mm. Merci de le rappeler. Ouais. Ouais, c'est pas pour coller une pression, simplement amener
ce champ des possibles. Moi, j'imaginais, tu sais, une version de Dieu, mais femme, qui, qui dit aux femmes qu'il leur annonce quelque chose de beau et pas. Ouais, c'est vrai que j'ai pas cité le tu accoucheras dans la douleur, mais c'est exactement ce à quoi je fais référence, Mm, tradition religieuse mm. de la douleur, De l'anathème, qui qui fait fait, ouais. partie des anathèmes et des malédictions bibliques Mm. que les femmes ont reçues. Donc, Ah bon, bah ça marche très très bien. ça marche. Voilà. Bravo. Quand tu m'as parlé là du bébé qui se dit bon allez tiens on va sortir, donc déjà bien te dire que le jour de l'accouchement vous êtes une équipe. Mm, mm, mm. C'est pas que lui qui décide, c'est aussi ton corps. Enfin il y a vraiment c'est ça la physiologie en fait. C'est Oui, mais vous vous mettez en accord en fait. c'est que je trouve que le positionner du point de vue du bébé, en fait, on le fait beaucoup de notre point de vue de ah, mais j'ai peur de ce qui va se passer, mais il faut aussi penser à lui Hmm. et que effectivement on est une équipe comme tu dis, mais moi je me dis mais le pauvre, il faut parce que moi il y a carrément cette peur me fait dire de ah, non non mais moi je reste comme ça, mais moi je reste comme ça et en fait il y a un peu un truc de ce bébé va sortir d'une façon ou d'une autre et ça t'as pas envie de l'entendre, Hmm. tu vois. Et du coup, Et je me dis, bah, faut penser à lui, le pauvre, il va vouloir ouais. sortir, ouais, faut penser à ça, quoi. Non, non, il y a un moment où lui-même, oui, ce bébé est prêt. Et ça me faisait penser, est-ce que tu as lu les BD de Lucille Gomez? Oui, Bon, et tu vois, on le voit bien, elle le ouais. représente bien, ce dessin où tu vois le bébé dans le ventre avec la danse du bébé et qui a besoin en fait de se tourner, de bouger de la tête, des tourbillons et qui accompagne en fait les mouvements du bassin aussi de la mère. Et tu as cette danse à deux en fait que le bébé fait également en fait pour passer la tête, une C'est épaule. c'est marrant, au moment où tu dis ça, mon fils est en train de me donner des petits kicks de c'est le moment, écoute maman. C'est bon, j'écoute, t'inquiète pas. Et je trouve que en plus dans la BD c'est très visuel et elle le représente très bien Lucille ça. Mm. Mm, mm. Tu l'as rencontré? On s'est pas rencontrés non alors Ouais. on a les mêmes éditeurs enfin on avait les mêmes Oui, parce éditeurs. que dans son livre, et elle recommande le tien. Alors moi, j'ai lu que le tome 1, Ouais, mais je vais lire les ouais, autres et ouais. justement, je t'avais reconnu. Et non, parce elle vit à Biarritz et en fait, on n'a pas fait les mêmes salons en même temps et malheureusement, on ne s'est pas rencontrés. Ouais. C'est rigolo. Mais moi, je recommande ces BD à Ouais. toutes mes patientes. Elles sont géniales en fait. Elle le dit de manière ludique et puis le père peut le lire, enfin le père ou enfin voilà, le partenaire, la partenaire Mm. peut également lire. Il est facile. En fait, c'est excellent, je trouve, pour les personnes qui ont envie de se renseigner, mais qui n'ont pas l'habitude de De beaucoup lire lire. ou des gros Ouais, bouquins. des Ouais. gros Mm, mm, pavés. mm, mm. Et ça explique très bien, justement, enfin beaucoup de toutes les choses qui se passent dans le corps, Mm, les hormones, mm, mm. etc. Et Et avec humour. ouais, Et comme elle est illustratrice, elle peut se permettre aussi de dire certaines choses où nous, on peut être un peu plus prudent. absolument. Mm, mm. Donc non, je recommande, mais oui, donc du coup, est-ce que, enfin, qu'est-ce qui se passe et en fait, on parle de... Moi, j'ai entendu beaucoup de sages-femmes dire, en assistant à des accouchements, euh, que déjà les femmes faisaient tout toutes seules et que dans beaucoup de cas, et qu'il y avait un peu cette reconnexion avec notre état animal. J'aime pas dire ça Mm. parce que ça a été mal utilisé comme terme, mais il y a quand même ce côté un peu instinctif Mm. où on sait ce qui est bon pour nous. Il se passe quoi en fait dans le cerveau, dans le corps? Moi, le côté instinctif, je l'ai ressenti très vite au moment de la grossesse. Hein. C'est-à-dire que À quel niveau? Euh, eh bien, quand je te disais tout à l'heure que, alors évidemment sur un plan euh, spirituel, je me suis sentie responsable de cet enfant, mais aussi dans ma chair, en fait, de me dire que j'étais responsable de ce petit être. Et ce petit être, il est très vulnérable quand il est dans notre corps, mais même une fois qu'il sort, puisqu'il dépend de nous pour tout, pour boire, pour manger, pour avoir chaud ou se rafraîchir.
Et vraiment, moi, j'ai senti cet instinct animal, réellement. Et de connexion, encore d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est Un un garçon. garçon. Mm. Il a quel âge? Il a 14. Trop bien. Mm. Et Euh, tous les jours, je suis encore émerveillée. c'est vrai. Ah ouais, non, tous les matins, je suis émerveillée de le voir grandir. Je le vis vraiment comme une bénédiction. Est-ce que tu serais d'accord pour raconter ton accouchement, Oui, bien sûr. Mm. seconde par seconde? Seconde par seconde. Quand même pas. Non, mais j'aime beaucoup ta question parce que quand j'ai écrit le livre, c'est vrai que j'avais fait une petite partie qui je suis. Parce que quand même, ça aide de comprendre que je suis médecin généraliste, que j'ai fait le DU d'acupuncture, que j'ai rencontré Flomenbaum. Je le précise parce que c'est quand même des éléments qui m'ont amené tous ces champs de connaissances et qui m'ont permis, en fait, ces pièces de puzzle qui m'ont permis à vivre cette expérience indéniablement. Pour autant, c'est vrai que la première version du livre, c'était presque une lettre ouverte, en fait, de cet instant de vie, de la première contraction à la mise au monde. Parce que, dans le fond, ok, c'est mon histoire. Voilà, il y a eu cette histoire de ma lignée. Enfin, il y a une émotion qui monte, mais voilà, ça m'appartient. Mais pour autant, d'autres femmes peuvent vivre ce que j'ai vécu sans mon passé, sans mon expérience, sans être médecin, en fait. Et Il y a des témoignages d'ailleurs dans des podcasts bien sûr. de femmes qui ont trouvé, enfin j'ai envie de dire, qui ont trouvé le chemin, ouais, enfin pour qui ça s'est extrêmement bien passé et Oui, ça donne envie. et ça c'est génial. Il y a quand même d'autres témoignages. Euh, Il y a le film, je ne sais pas si tu l'as vu, Orgasmic Birth, Non. de Debra Pascali. Vraiment, je t'invite à le voir parce que tu verras une femme accoucher dans l'orgasme. Et je sais que moi, je l'ai visualisé pendant ma grossesse. Euh, et de voir en fait ce que je savais intellectuellement, ça a rajouté une pierre à l'édifice de ma foi. Mhm. Même si à un moment c'était un peu bon, ça je le raconterai du coup si on fait la description de l'accouchement, mais ça m'a aidé de voir, ouais. Donc oui, c'est important de voilà, moi j'ai fait de l'acupuncture pendant ma grossesse, on a fait de l'aptonomie, j'ai fait du chant prénatal. Ok, c'est des étés qui m'ont aidée, mais en aucun cas c'est une méthode. C'est pour ça que à chaque fois je dis bien que mon livre est un témoignage, mais c'est pas une méthode. De même, moi j'étais convaincue que j'accoucherais accroupie en position un peu indienne. Pas du tout, en fait. J'ai accouché dans l'eau, c'était pas prévu, en position à l'anglaise sur le côté. J'aurais jamais pensé à accoucher comme ça. Euh, donc, ouais, je pense on est toutes différentes. Et de même, il y a des femmes, et c'est ce que écrit Hélène Goninet, la sage-femme qui a écrit la préface dans mon livre. Elle dit voilà, Marie-Pierre, elle s'est énormément préparée à son accouchement, mais d'autres femmes peuvent le vivre sans cette. Enfin, d'une manière totalement différente. Mhm. Et elle a raison, ouais. Ah bah oui, mais ça pour le coup, je pense que c'est vraiment très important de rappeler que votre corps, votre choix, vous faites ce Mm, que vous voulez comme vous voulez. Et que ce soit d'ailleurs accouchement médicalisé ou non, mm, enfin vraiment je pense que l'essentiel c'est pour moi en tout cas et avec le podcast, c'est donner les ressources aux femmes dont elles ont besoin, qu'elles pourront consulter, des choses où vaut mieux raconter la vie telle qu'elle est. mm. Tu vois, par exemple, ben je pense que le conseil direct que je tire de ce que tu viens de dire, c'est t'as beau préparer, peut-être que les choses vont se passer différemment et c'est ok. Exactement. Y a pas de... Et puis peut-être aussi que si on décide d'accoucher à l'hôpital et on se dit pas de péri et qu'en fait au moment où ça commence on a envie on a envie d'avoir une péri, bah c'est ok aussi. Enfin, Il faut se l'autoriser, ouais, bien sûr. Bah, en fait, sinon, tu restes dans le contrôle. mm, Et donc, ça marche pas, en fait. Et
Dans le taoïsme, en fait, tu as les énergies du moment, tu as, ton potentiel. Donc, bah, tu fais du mieux avec ton potentiel, avec les énergies du moment. Et puis, il y a une part de mystère qui t'appartiendra pas. Donc, tu auras pu avoir fait exactement tout ce qu'il faut. Enfin, peut-être que ça se passera pas bien. Et c'est comme ça, en fait. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler. En revanche, tu auras tout fait pour que ça se passe bien. Tu n'auras pas le regret de te dire je ne l'ai pas fait. Mmh. Puis on apprend des choses quand on prépare, hein. On apprend plein de choses. Et puis, alors, ce qu'il faut juste, enfin peut-être pas, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'erreur que je vois, moi, chez des femmes qui sont, enfin, dans les feedbacks que j'ai pu avoir, c'est des fois d'être trop. Je suis dans mon boulot, ça c'est important, ma grossesse ça se passe bien, ouais non mais c'est cool, j'irai à la mat, on me mettra la péri. Et quand même, il faut quand même savoir écouter son corps, enfin, avoir des temps de pause. Pas trop être dans une vie active jusqu'à une semaine avant Mmh. l'accouchement. Enfin, souvent, enfin, pour moi, c'est pas source de bons présages. Oui, en fait, bah, tu vois, moi, c'est un retour que j'ai entendu de femmes qui ont plusieurs enfants et pour le premier, et qui habitaient pas mal à Paris ou qui avaient des jobs très très prenants ou qui étaient entrepreneuses Mm, aussi et qui n'avaient pas forcément de congé mat, etc. Et qui s'étaient dit qui n'avaient pas forcément vécu peut-être leur maternité avec du recul après, c'est ce mm, qu'elles m'ont dit, à fond, dans le sens où elles n'avaient pas de moments pour elles c'est n'ont ça, pas écouté beaucoup leur corps, elles n'ont pas pris soin d'elles. En fait, je c'est pense que ça. c'est ça le côté, mais en même temps, on nous apprend pas trop à prendre soin Non, de nous. en Occident, Et non. Mm. ouais, et moi, c'était Ou pas de un... la bonne manière, en tout cas. Mm. Mm, Et aussi, on a souvent beaucoup de choses à faire. Et tu vois, moi, un conseil que je m'étais noté et que je fais là depuis 6 mois, et je suis hyper contente et fière de pouvoir le faire, c'est de me mettre en numéro un. Et pendant le premier trimestre où j'étais complètement malade, mm, etc., bah, j'avais 3 prios, c'était mon sommeil, mon alimentation et mon boulot, puisque bon, il faut bien vivre mm, quand même. Mais j'avais plus de temps pour voir mes amis, j'avais mm, plus de temps pour m'occuper de mon petit mari mm. et des choses comme ça. Et en fait, je me suis pas auto-flagellée. Je me suis dit, c'est que 3, 4 mois. Et je suis sortie du premier trimestre. Ma mère me disait, t'es reposée, ça se voit que t'es bien et je le vis bien. Et je pense que c'est pas pour donner des leçons, mais juste, c'est un choix que je regrette pas. Et chaque seconde de ma grossesse, je le vis à fond parce que je me dis, bah, je vais peut-être pas être enceinte 14 fois. Mhm. Et c'est un choix que je regrette pas. Et après, c'est pas parce que je fais ça que c'est facile et qu'il n'y a pas toutes les... Parce que on peut quand même avoir... tu vois, je trouve qu'il y a des moments qui sont un peu difficiles. Émotionnellement, c'est un peu les Mm. montagnes russes. Il y a beaucoup de choses, les questionnements... je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense quand tu vois que le test de grossesse est positif, moi je me suis dit une chose, c'est je prête allégeance à ce petit être Mm. pour toujours et je vais le protéger. Beaucoup de responsabilités. En même temps, t'avais quel âge toi quand t'as... 35. Ok. Je trouve que c'est plus facile quand même passer les 30. Enfin, moi à 20 ans, je pense que j'aurais Mm. été en panique totale. Mais d'accueillir tout ça. Et bref, je regrette pas du tout et je le conseille vraiment de prendre soin de soi et de se mettre en numéro un. Et c'est pas parce qu'on se met en numéro un qu'on sera une mauvaise mère. La grossesse est sacrée. Enfin, moi, Mm. c'est ma vision, en fait. On porte la vie. Bah, je trouve qu'en ayant choisi justement une préparation émotionnelle, Mm. spirituelle, en fait, toi, tu l'as interprété de cette manière Mm. et c'est valorisant et ça donne envie. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter ton accouchement du coup? Ouais. Alors, dans les livres, je commence par Il était une fois. Il était une fois Marie-Pierre et son Il baby. était une fois un lundi matin. Et donc, c'était un lundi matin.
j'ai commencé à avoir des contractions. J'avais pas eu de contractions en fait pendant la grossesse, ni même les jours précédents, ni les semaines précédentes. Donc je connaissais pas la douleur de contraction. Donc j'ai commencé à avoir d'abord une contraction par heure. Donc ne connaissant pas cette sensation, je me suis doutée, et puis quand même m'approchant du terme. Alors j'ai accouché 15 jours avant le terme, en tout cas défini par l'écho de datation. Ok. Voilà. Euh, ouais, un petit peu moins de 15 jours. Mais en tout cas avant. Et, euh, et donc, oui, c'est ça, à peu près, une contraction toutes les heures. Donc, à partir de là, je me suis mise tout de suite dans ma bulle. Donc, j'ai coupé le téléphone. J'ai prévenu quelques femmes mères qui avaient déjà accouché. Donc, que je sentais que je rentrais en travail. Simplement pour les prévenir, en fait. Mais pas pour qu'elles soient présentes. Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as ressenti une sorte de je m'en vais, je reviens tout à l'heure? On Non. a l'impression quand tu Ah le décris là. ouais, tu me Ouais, un sens, peu, ouais. bah, un peu style ciao, je reviendrai quand je reviendrai, mais Ah oui, bah là, je pars, en tout cas dans mon ouais, univers. Ouais, ouais, ouais. clairement, personne vient me déranger. Mm. Et, et d'ailleurs, pendant toute la grossesse, très peu de gens étaient au courant de mon projet possible de physio, d'accouchement physio. Tu voulais pas le dire? Non, non, non. Pourquoi? Parce que c'est un choix personnel et qu'ils ont pas à savoir? Non, c'était pas ça. Non, non, c'était l'effet plutôt nocebo, tu sais, de dire: «Ah, mais t'es folle. Ah, mais c'est n'importe quoi. Ah, mais tu vas avoir hyper mal. Ah, mais ça marchait pas». Voilà, c'était plutôt ça, qui me donc en fait, les autres n'avaient pas à savoir, Oui, heu tu voulais pas qu'on t'embête, quoi. c'était ma forme de protection. Mm. Par ailleurs, voilà, c'est ma façon à moi de me protéger, en fait, de pas délivrer mon projet. Mm, mm, mm. À part quelques personnes, évidemment. Et donc, effectivement, je suis rentrée dans cet état. Le père de mon fils n'a pas été travailler, est resté avec moi ce jour-là. On était très calme. On a pu déjeuner, donc on était tout ça. Une par heure, ça a duré déjà toute la matinée. Après, ça a commencé à se rapprocher un peu plus dans l'après-midi, mais c'était lent en fait. Mais j'étais très bien. Et surtout, j'étais dans une grande confiance parce que dès que je sentais la contraction arriver, je me mettais dans les positions qu'on m'avait montrées, donc soit en autonomie, soit au cours des cours de chant prénatal, en émettant des sons graves. Elle nous avait bien dit de faire des sons graves et ça marche hyper bien. Mais ouais, mais c'est pas la première fois Mm. que je vois ça. Ça m'étonne pas parce que ça t'aide à respirer, puis évacuer, puis ritualiser. Et puis, les vibrations graves sont en résonance avec le bassin. Plus tu Mm. montes dans l'aigu et plus tu montes vers la tête, en fait. Donc, c'est pour ça que lors d'accouchement, si tu as peur, que tu es stressé, que tu cries fort, en fait, toute l'énergie, elle monte là. Tu bloques les mâchoires, sachant que les Mm. mâchoires, elles sont reliées au périnée. Donc, tu rebloques ton périnée et tu n'es plus du tout en bas. Donc, tout se fiche, tout bloque. Donc, il faut vraiment revenir dans les sons graves. Et c'est là où le rôle du partenaire ou de la partenaire est majeur, puisque justement, si toi tu pars dans les sons graves, l'autre peut t'aider à redescendre. Enfin bon, là les sons graves, j'arrive plus trop. Mm. Non, mais je vois très bien. Et le jour de l'accouchement, tu as des sons graves et la preuve de chant nous l'avait dit. Vous allez faire des sons totalement archaïques que vous ne referez jamais, et ça c'est vrai. Ouais, mais c'est ça quand on se Mm, reconnecte à l'état instinctif, un mm, peu mm, mm. animal. Donc les premières heures, franchement, je me disais trop bien, trop facile. Contraction, tu te mets dans ta position antalgique, le son grave, hop, ça passe. Donc j'étais sereine. On est parti se promener, il faisait beau, au parc des Buttes-Chaumont. On s'est mangé un petit goûter, donc tout allait bien. Puis les contractions se sont rapprochées. Un petit peu plus, un petit peu plus. À la mat, ils nous ont dit non, non, c'est trop tôt, restez encore. Donc je me suis fait un bain.
voilà, tout allait vraiment bien. Et puis là, on se rapprochait, on était à plus de, tu vois, on commençait à se rapprocher à 2 minutes et tout. Donc, il était bien minuit, minuit et demi. En même temps, moi, j'étais ravie, en fait, de que ce soit pas en journée, pour qu'on soit pas dans les embouteillages, qu'il y ait de problèmes. Du coup, tout était fluide. Donc, on est parti vers minuit et demi, peut-être 1 heure. On avait une voiture, donc on a pris la voiture. Dans la voiture, bon, on a mis la valise qui était prête, évidemment. Un ballon d'allaitement enfin un ballon C'est quoi d'allaitement, de coussin, je veux dire, Ah oui. un coussin Je me suis dit: «Ah, d'allaitement je connais et pas non, tu ça». sais, les gros ballons sur lesquels tu peux t'asseoir. Oui, Mais j'en ai voilà, acheté un, c'est trop bien. on avait pris le ballon, le coussin d'allaitement et des tissus. Ça, c'était une sage-femme qui nous avait dit, amène tout ça, on ne sait jamais si tu n'as pas de salle, au moins tu auras ça. Et ça a été un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné en fait, parce que en effet, on est arrivé. Alors, c'était un soir de pleine lune. On y croit, on n'y croit pas, qu'il y a plus d'accouchements ou pas. Le fait est qu'en fait, en tout cas, il y avait plus du tout de place, qu'on était trop nombreuses et que toutes les salles et d'accouchement et de consultation étaient prises. Donc, on m'a demandé en fait d'attendre dans le couloir. Et là, en fait, donc je gérais toujours les douleurs de contraction. J'avais continué en fait à faire mes positions ontalgiques et les sons graves. Et dans le couloir, eh bien, j'ai déposé le tapis de yoga, mis les tissus, pris le gros ballon et je me suis mis à 4 pattes et je me suis mis dans mes positions qui me faisaient du bien et en me coupant complètement. Alors, j'entendais quand même des femmes souffrir à côté, hein. Donc, j'étais un peu déstabilisée, mais je parvenais quand même à pas rentrer dans la peur. Je... T'avais un casque ou pas? Non, Non. Oui, donc non, j'avais même pas de casque, j'avais pas de... Non, ouais. Mais je parvenais encore à rester dans ma bulle, en fait, vraiment à me couper. Et finalement, ce qui m'a déstabilisée, c'est quand une salle de consultation, hein, pas de naissance, s'est libérée, qu'on m'a fait le monito, l'examen clinique, et qu'on m'annonce, que la sage-femme m'annonce que mon col est dilaté à 2. Et là, en fait, il était 2 heures du matin, et je me suis dit, mais attends, avec tout ce temps-là, et toutes ces contractions, et tout ce que tu as fait, tu n'es qu'à 2. Et, et là, en fait, j'ai eu une perte de confiance. Je pense que j'ai été déstabilisée aussi par l'examen clinique, le monitoring. Et, et là, en fait, je suis vraiment sortie de ma bulle et je suis vraiment rentrée dans la peur et dans la douleur. Et là, j'ai vraiment ressenti les douleurs de contraction. Donc, la bonne nouvelle, la chance, c'est qu'elles ne sont pas continues. Donc, il y a une phase où ça s'arrête qui te permet de revenir dans un autre état. Et là, je te regarde dans les yeux pour que tu t'en souviennes. Ouais, mais surtout que moi, c'est ça qui... Ouais. Et là, il y a eu vraiment... Donc, je ne sais pas si tu as lu cette partie-là du témoignage, en fait, peut-être pas. Là, il y a eu vraiment un match euh, dans ma tête. À me dire, non, mais tu vois, tu n'y arriveras pas, c'est horrible, je vais demander la péridurale. Et puis l'instant d'après, de me dire, mais si, rappelle-toi, regarde dans le film Orgasmic Birth, elle y arrive, rappelle-toi ce que dit Debra, si tu pars dans l'adrénaline, dans la peur, dans la crispation, forcément, tu es dans la douleur, alors que si tu pars dans la confiance, tu es dans l'ocytocine, l'endorphine, et tu bascules de l'autre côté. Oui, mais je m'en fous que l'autre, elle y arrive. Et enfin, jusqu'à un moment où finalement, ce qui m'a... Parce qu'avant, dans les outils que je mettais en place, par exemple, je faisais beaucoup la visualisation. Je me disais, qu'est-ce qui est beau pour toi? Et d'ailleurs, j'avais fait de la visualisation aussi avant l'enfantement, plusieurs semaines avant, où j'imaginais que ça se passait bien. Donc ça, je l'avais fait. Et, euh, et donc, les outils que j'avais utilisés avant qui marchaient bien, de visualiser qu'est-ce qui est beau pour toi, des mots qui étaient beaux. Donc, par exemple, j'avais une vision de rose qui venait, ou un arbre début de Chaumont que j'avais vu juste avant. Et ça m'apaisait, ça me faisait repartir dans cet état de bien-être. Mais là, en fait, j'étais tellement déstabilisée que j'étais vraiment dans les douleurs, dans la contraction. Donc déjà, en fait, j'ai coupé le son du monito.
aussi. Parce que d'entendre, même si j'avais déjà entendu des monitos, mais d'entendre en fait, Je pense que c'est un son aussi qui me ouais, détendrait pas. ouais, non, non, c'est parce que le cœur bat super vite, quoi. Donc j'ai coupé le son. Et ce qui m'a, alors, de la même manière, moi, aidé, c'était des techniques qu'on faisait dans des méditations où, pour couper le mental, on enchaînait des anamatopées en même temps qu'on faisait des mouvements. Des ah bah là, bah là, 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 et dans ces anamatopées, tu sors tes émotions. Tu sors tes émotions de peur, tes émotions de colère, mais n'importe comment en fait. Et puis tu t'en fiches et en boucle, en boucle, en boucle. Jusqu'à partir un peu dans un état de transe ou d'auto-hypnose, tu vois. Pour couper toutes tes pensées. Tu coupes tes pensées, toutes. Et en fait là, c'est là où j'ai basculé en fait. Et à ce moment-là, j'étais que dans le bien-être. Et plus rien m'a atteint. Plus rien. C'est-à-dire qu'après, euh, voilà, tu vois, là, je sens, ça monte, tu sens tout qui recircule à nouveau en toi, toute la chaleur. Il n'y a plus une once de doute. Et tu trouves ta position. Moi, en l'occurrence, c'était à quatre pattes posées sur le ballon et mon bassin qui faisait des grands 8. Et je comprends pourquoi, parce que tu es vraiment, pour le coup, dans de l'énergétique, tu vois, et cette danse du bébé qui arrive, tu vois. Et à partir de là, ouais, je suis vraiment rentrée dans l'explosion et énergétique des merveilleux vaisseaux et hormonale physiologique des endorphines et de l'ocytocine naturelle. Et à ce moment-là, j'ai vraiment atteint cet état de plénitude, de bien-être et d'extase. Et je ne suis plus jamais redescendue et ressortie de cet état pendant des heures. Après, la poche des os s'est rompue. Et après, on m'a demandé de changer même de salle. Et même en changeant de salle, j'ai pu, tu vois, alors que j'aurais pu redescendre, hein, j'aurais pu ressortir de cette bulle. Et j'ai réussi à traverser le couloir, à aller dans la salle, à me refaire examiner. Et en fait, je restais dans cet état. Si tu veux, dans cet état, tu es profondément dans ton corps parce que de fait, tu l'es. Enfin, tu vois, ton corps, il est en train de s'ouvrir. Tu le sens que ton bébé, il avance. Tu le sens. Est-ce que de manière générale, Mm, tu sens ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps? Parce que j'ai beaucoup de copines, quand je leur pose la question, elles ne sentent pas du tout. Mais tu vois, par exemple, quand tu ovules, à quel endroit tu as mal exactement, si tu as mal au ventre, ce genre de mm. choses, est-ce que tu arrives à sentir normalement? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, non, moi, j'ai jamais senti l'ovulation. Ok. Euh, je... Pour autant, je pense que j'ai une sensibilité, une assez grande sensibilité. Bah, c'est ça, en fait, tu as Mm. l'air d'être hyper connecté à ton corps et Ouais. ça donne envie. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut avoir travaillé depuis des années ou est-ce que si, tu vois, si on est au début de sa grossesse ou si on est à 6 mois de sa grossesse, on peut faire... Parce que ce que tu dis sur l'autonomie et Mm. de... Prénatal. le chant Mm. prénatal, moi, du coup, je vais en faire. Bah oui. Ça me donne des outils supplémentaires, même si je veux pas accoucher. Euh, Alors l'autonomie, faut que tu te renseignes maintenant, Ok, parce que je sais que c'est à partir du 5e mois, euh, mais qu'après, tu vois, ils veulent pas le faire après une date dépassée. ok. Donc, il faut vraiment que tu te renseignes pour le faire maintenant. Et chant prénatal, ça, par contre, ouais, non, mais c'est super, C'est des outils supplémentaires que je complètement. prends, en fait, Mais bien sûr. tout pour éviter Mm. Et en fait, tu de sais pas paniquer. ce jour-là, qu'est-ce qui va venir, en fait. Tu vois, Mm, les anamatopées, en aucun cas, je me serais dit qu'à l'époque où je ouais. faisais ça, que ça m'aiderait le jour de l'accouchement. Et je trouve ça génial. Et donc, tu vois, voilà, on était dans cette salle maintenant de la salle naissance où il y avait la baignoire. Donc, ils m'ont demandé si je voulais bien aller dans cette salle. J'ai dit OK. De même, là, donc on m'a remis un monito et la sage-femme voulait m'allonger. Il y avait deux sages-femmes. Et celle-ci, elle voulait m'allonger absolument sur le dos et je voulais pas. Et elle voulait. Donc, tu vois, et malgré tout, j'arrivais à rester Mm. dans mon état de vraiment, moi, que je décris d'extase. Donc j'ai fait un compromis où je me suis mis en position pont
Et elle mettait quand même le monito, mais moi, je pouvais pas, enfin, l'idée d'être sur le dos m'était impossible, Mmh, quoi. mmh, Donc, mmh. on a fait Je ça. comprends. Et je savais que c'était 20 minutes de monito, donc on a fait les 20 minutes. Et après, on a été donc dans la baignoire. Mais là, nous, on n'était que tous les deux, en fait. Le père de mon fils et moi. On n'avait personne avec nous, en fait. Comme il y avait plein d'accouchements à côté, bon, ils disaient, bon, les chanteurs, ils nous appelaient comme ça, ils gèrent. Ça a C'est l'air d'aller. marrant. Et du coup, en fait, on a été dans l'eau. Alors pareil, c'était une de mes sages-femmes qui m'avait conseillé, si tu as la salle de naissance, si tu peux avoir, vous pouvez aller dans l'eau, dis à ton compagnon d'amener un maillot de bain et comme ça, vous pouvez être les deux dans l'eau. Ah, je savais pas qu'il pouvait venir aussi le coparent. Bah, en tout cas, on s'est pris le droit. C'est marrant. Et donc il est venu dans l'eau, il s'est allongé et moi il était dans l'eau et on était tous les deux dans l'eau d'ailleurs. Et là, j'avoue que à ce moment-là, le fait de me retrouver dans l'eau chaude, mon état d'extase et de bien-être s'est potentialisé encore. Ah ouais, ça m'étonne pas, on est Ouais. tellement bien dans l'eau. Ouais. Et là, quasi, je m'endormais en fait. J'étais vraiment très très bien. Et puis d'un coup, je l'ai senti vraiment descendre nettement. Et j'ai fait une première poussée avec un son extrêmement grave. Là, du coup, une sage-femme et une aide-soignante sont arrivées, nous ont vus dans l'eau, on voyait la tête. J'ai entendu elle accouche, elle accouche. Il y a quelqu'un qui a crié ça? C'est marrant. Oui, c'est ça. Mais parce qu'en fait, ils s'attendaient à nous voir sur la table d'examen, en fait. Enfin, ouais, ils s'attendaient pas à nous voir dans l'eau. Elles m'ont demandé de sortir de l'eau. J'ai dit non. Et il y a eu une deuxième poussée. Et j'ai eu cette phase. Je peux pas dire combien de temps elle a duré, mais où j'ai eu ce temps de pause avec moi-même à me dire la prochaine poussée, en fait, t'es mère. Ah, ça me donne envie de pleurer. Mm, ouais, tu vois, voilà. Ouais, le moment suspendu dans le temps où tu te dis c'est maintenant, quoi. On l'est déjà, mère. Tu vois, tu l'es déjà. Tu es déjà en connexion avec ton bébé, tu es déjà maman. Mais là, en fait, il est enveloppé, il est en mode kangourou. Tu vois. Ouais. Voilà. Et il m'a fallu ce temps, en fait, vraiment de conscience, en fait. Et puis, il y a eu cette dernière poussée. Là, j'ai vu les mains de la sage-femme qui voulait l'attraper. Comme je t'ai dit tout à l'heure, hop, Toi, tu je me l'as suis attrapé dit non, avant. non. Et, et je l'ai posé contre moi. Je me souviens que je lui ai dit, tu sens bon, il avait une odeur extraordinaire. Et, et donc, j'étais allongée sur son père. On était tous les trois enveloppés, en fait, les uns aux autres. Et, euh, et la sage-femme et l'aide-soignante nous ont remerciés pour ce beau moment. Oh Mm, non. mm, Oh, c'est mm. Ouais, extraordinaire. elles nous ont dit merci. Ouais, c'était très beau. Et ensuite, elles nous ont demandé de sortir de l'eau parce qu'elles avaient peur d'une hémorragie. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, elles n'avaient pas l'habitude de faire des accouchements dans l'eau. C'est-à-dire que c'est plutôt dans la phase préparatoire. Et bon, donc on est sortis. Et j'ai eu une petite déchirure. Donc on a eu du pot à pot à un moment. Mais ça, c'est dans 70% des cas qu'il y a des petites Ouais, déchirures. Apparemment, ouais. Et tu vois, j'ai eu aucune douleur par rapport à ça. Ah ouais. Mm. Oh, Ah merci. mais oui. Et ensuite, il y a une gynéco qui m'a recousu, qui m'a fait 3 points. Et on a été transféré ensuite dans une autre chambre, en fait, enfin dans une chambre. Et donc là, il était 7h du matin quand il est né, 7h07 pour être exact. Ah ouais. Et ça avait Tu vois, commencé donc à on était 8 à heures le 24 heures. matin. Ouais, donc 24 heures. Ouais, quand tu me demandais. Ouais, Mm. tu vois, donc il y a eu, on va dire, les 12 premières heures qui étaient archi soft.
Et le vrai travail qui a duré les 7 dernières heures, enfin, c'est un peu plus que les 12 même, c'est de 8 heures du matin à minuit, qui était super soft, après la mat. Et là, vraiment le dernier tiers qui était plus intense, mais au final, il y a eu, tu vois, il y a eu cette phase où je suis tombée dans la douleur, mais très peu de temps. Mm, mm. Et, et je suis restée dans cet état encore pendant plus de 7 heures, c'est-à-dire au moins jusque dans l'après-midi. Et puis après, il y a eu des visites, et c'est ça, en fait, c'est les autres qui m'ont Ah, reperturbée. du coup, t'as regretté qu'ils viennent ou t'aurais voulu rester peut-être un peu plus longtemps? Ouais, de même, tu vois, on m'avait dit, ah, mais non, c'est bien que les grands-parents puissent venir vite. Et au final, c'était pas les priver de quelque chose si j'avais Ouais. attendu 24 heures de plus. C'est marrant, mais je sais, j'ai dû être sûrement hyper influencée, je pense. Mais moi, tu vois, je me suis dit, j'ai pas envie que les gens viennent. Mm. J'ai envie de rester avec mon bébé, mon mari. Et du coup, ça, effectivement, j'avais pas pensé au fait que les autres pouvaient t'extraire de ta bulle. Mm, mm, mm. Est-ce que, donc en fait, c'est vraiment plus que l'orgasme, parce que c'est vrai que quand on apprend que l'accouchement, ça peut être source de plaisir, on Mm. comprend. Source d'orgasme, on se dit, c'est fou. Mais ce qui me choque encore, mais en même temps, pas tant que ça, parce que Ben, c'est la il y même a, zone, c'est les mêmes ouais, hormones. il y a Ouais. c'est la même zone. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'avais appris il y a quelques temps par un sexologue avec qui on fait un podcast qui s'appelle Sex O'Clock, Mm. Ah qui bah oui, je le disait, connais, ouais, Damien avec Masseret, Damien, ouais. Mm, mm. qui disait que l'orgasme est utilisé depuis des années par les femmes au moment des règles pour éviter les douleurs. Et je Mm. disais, bah, c'est vrai que ça me paraît tout à fait cohérent parce que finalement, tu fais appel à la libération d'autres Mm. hormones pour éviter d'avoir mal. Donc ça me choque moins. Ce qui me surprend et d'une très bonne façon encore plus, c'est de se dire qu'on peut euh, s'emmener dans un état modifié de conscience pour accoucher, Mm. que d'ailleurs c'est plutôt recommandé, et d'être ouais, dans une sorte de transe. Et ça donne envie, je trouve, Mm. de l'être. Et je trouve ça fou que tu aies réussi quand même, parce qu'on sent que il y a j'imagine un peu, mais toi qui es bien, puis t'as l'impression que l'extérieur essaie de t'enlever de Mm. ta zone, et toi tu t'es accroché Mm. et t'as réussi à rester dedans, quoi. J'ai compris aussi, ça c'était plus en le relatant et en relatant le récit, en l'écrivant. J'ai aussi compris que ce qui m'avait aidé, pour le coup, c'était d'être médecin. C'est-à-dire que, alors je ne connaissais pas l'équipe, hein, je ne connaissais pas spécialement cette maternité-là, ni l'équipe. Pourtant, à chaque fois, je prenais des rendez-vous avec des sages-femmes différentes de la maternité en me disant, moi, j'en connaîtrais une. Bon, bah, ce soir-là, je ne les connaissais pas. Euh, mais je connaissais l'univers des néons blancs, l'univers froid des couloirs, l'univers des salles de consultation glauques, Mm. l'univers de t'es un numéro, des blouses blanches ou roses, ou enfin peu importe la couleur. Et ça m'impressionnait pas. Donc c'est pour ça que quand elle m'a dit, quand il y a eu ce moment où elle m'a demandé de me mettre sur le dos, j'ai dit non. Bon, j'ai trouvé un compromis entre elle et moi, parce que l'idée, c'était pas de me braquer non plus Mm. avec elle. Euh, mais j'étais pas intimidée. Mm. Mm. Et Oui, puis ça, tu t'es fait confiance. ça peut jouer parce que c'est vrai que ça, je l'ai vu avec des amis qui n'étaient pas du tout dans l'univers médical, qui n'avaient pas été confrontés à visiter des hôpitaux pour X raisons diverses hein, de la maternité dans leur vie. Ça peut être aussi un choc, en fait, de se retrouver en maternité. Moi, j'ai fait une session d'hypnose pour justement être dans ma bulle. Et elle me disait, et en fait, c'est à Bordeaux, dans un endroit qui s'appelle la Tribu du Bonheur. Mmh. Et donc, en fait, tu es dans une maison avec plusieurs professionnels de santé qui travaillent en même temps. Donc, en fait, on entend des voix et tout ça. Et immédiatement, elle m'a dit, la sage-femme m'a dit,
Si vous entendez d'autres personnes, c'est pas très grave parce que le jour où vous allez accoucher, il y aura peut-être d'autres personnes. Et c'est vrai que je me suis dit, ah non, mais ça me dérange pas du Mm, tout de m'entraîner absolument. avec du bruit. Et encore, là, j'avais de la chance parce que elle avait tamisé les lumières, elle avait mis Mm, une petite musique, donc c'était hyper facile. Et tu sais, je me disais, il faut que je m'habitue à faire ça, même justement avec l'ambiance hôpital qui est pas très, qui favorise pas trop ce genre d'état mm. Oui, mais tu modifié. vois, on peut y arriver. Ouais. Et c'est aussi le rôle du coparent, en fait. Mm. Moi, j'ai dit à mon mari, tu vas être ma doula. Mais c'est ça. En fait, en l'occurrence, tu vois, on s'était entraîné sur des positions ontalgiques, etc. Moi, j'avais envie que personne me touche Mm, mm, mm. durant l'enfantement, alors que je savais pas. Tu vois, je pouvais penser que j'avais envie que mon compagnon masse. Alors, il faisait les sons graves, mais en revanche, j'avais envie que personne ne me touche. J'avais pas envie de parler. J'étais pas non plus comme dans les films à me défouler sur lui. Non, pas du tout. Pourquoi tu m'as fait Ouais, ça? j'avais même pas une once d'idée de ça. En revanche, je savais qu'il était là. Et de même, donc il avait évidemment fait l'autonomie ensemble. On avait vu le film Orgasmic Birth ensemble. Bon, lui, il me faisait complètement confiance sur la physio et dans le processus, mais il était aussi confiant. Et alors, il me l'a dit après. Il m'a dit qu'il a été très impressionné de me voir dans cet état-là, qu'il avait l'impression de voir une lionne. Mm. Vraiment, ça l'avait. Et il a été très, très impressionné. Ouais. Mais je savais que si je voulais. Alors, j'avais fait des préparations de granules d'homéo, etc. Je savais que si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais lui demander. Donc, il était juste en présence bienveillante. Et ça, en fait, c'est énorme, Ah oui. puisque ça t'apporte une protection. Ouais. Mais moi, je le vois aussi beaucoup. Enfin, j'ai essayé de. J'ai pas encore tout décidé, mais je me disais en fait que pour être dans ma bulle, j'ai besoin que lui ce soit ma Mm, carapace, qu'il connaisse vraiment tous les trucs et qu'il puisse répondre à ma place pour éviter que, enfin, tu vois, trop exactement. de que je sois sollicitée. Je serai occupée ce jour-là. Et puis lui, il te connaît par cœur, tu vois, Mm, donc mm. il saura à ton regard ce dont tu as besoin. Mm. En fait, quand on écoute ton témoignage et quand tu nous partages ton approche, on sent la puissance que peut avoir notre corps et on se Mm. sent puissante. Pourquoi c'est important de réhabiliter cette puissance dans le récit de la naissance? Tu crois qu'on nous l'a volé? Ben, je trouve que en ayant peur, tu vois, et encore une fois, c'est marrant. Moi, enfin, je veux dire, il y a personne qui est venu nous voir, petite fille, en disant attention et tout. Et pourtant, Mm. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mm. femmes qui ont peur. Je trouve qu'avoir peur de la douleur, après, ça dépend aussi de l'histoire personnelle. Oui, mais c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure. Pardon, je te coupe, mais tu vois, c'est dans les livres, dans les films. Enfin, Ouais. tu vois, on est martelé de ça, même si Bah on vient donc, pas te le dire en direct. ouais, mais donc du coup, en nous transmettant Mm. ces messages-là, finalement, il y a un côté de tu vas pas y arriver toute Bien seule. sûr. Mm, mm. Toi, tu trouves pas qu'on nous l'a volé? Si, sûrement, mais ça faisait partie de mon travail, justement, quand j'ai travaillé sur le féminin. Ouais, en effet, avant, c'est en psychothérapie. Donc, tu vois, avec le bouquin Femmes désirées, femmes désirantes, mais également, tu l'as lu, Femmes qui courent avec les loups, Non. non? De Clarissa Pinkola Estés. C'est une psychologue, en fait. Alors, elle est originaire d'Amérique du Sud, des pays de l'Est. Elle vit aux États-Unis. Et en fait, elle a rassemblé des contes traditionnels qui se transmettaient par voie orale sur le féminin et justement sur toute la puissance du féminin qu'on voulait voler. Et c'est alors, je conseille souvent en tout cas pour ma part, moi je l'ai lu petit conte par petit conte parce que c'est intense. Et en fait, ça travaille beaucoup sur l'inconscient. Moi, je me suis vue pleurer des heures après un conte à devoir tout nettoyer dans ma cuisine pour libérer quelque chose, tu vois. En tout cas,
elle parle de ça. De même, si, bien sûr, pour tout ce qui est alchimie, dans le taoïsme, on trouve des textes alchimiques pour les hommes, mais très peu sur l'énergie sexuelle féminine, très Mmh. peu sur... ouais. Et ça a fait partie aussi des démarches que m'avait demandé le docteur Flomenbaum à l'époque, tu vois, de récupérer des textes anciens, des livres anciens. Alors déjà, il fallait les trouver, les lire. En plus, la littérature asiatique, bon, c'est très poétique, hein, même les textes médicaux, c'est très poétique, mais c'est toujours des métaphores. Et, hum, et oui, même en Asie, tu vois, ça avait été caché. On fait peur. Mais en tout cas, c'est une puissance euh, qui est à portée de toutes, qu'on a toutes Et en nous. alors, on arrive à la fin de cette interview, donc Hmm. je te remercie pour ce mot de la fin. Ma dernière question pour toi, c'est j'aime bien toujours penser à celles qui passeront après nous, donc les plus jeunes qui ont peut-être aujourd'hui, je sais pas, 15 ans ou la vingtaine. Est-ce que tu trouves que tout ce dont enfin, que cette approche-là de l'accouchement, a fortiori peut-être du corps, est-ce que tu trouves que c'est de plus en plus répandu? Est-ce que tu es plutôt confiante? Est-ce que tu as l'impression que les mentalités changent à ce niveau-là? Ou est-ce que pour toi, il y a encore beaucoup de travail à faire? Il y a vraiment les deux courants extrêmes. Je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations que quand moi, qu'à l'époque où j'étais enceinte. Vraiment. Pour le coup, si on veut avoir les infos sur la physio, enfin, on a vraiment beaucoup plus de connaissances et d'exemples. Donc ça, c'est extraordinaire. Et en même temps, il y a le culte de la maîtrise de la toute-puissance scientifique, où on peut aller dans un cas même extrême du film Le meilleur des mondes, où on nous explique que des utérus artificiels, c'est formidable pour ne pas avoir mal. Donc je pense qu'on est... il y a ces deux courants réellement. Après, euh, j'espère qu'on aura la sagesse de, de garder et de savoir transmettre la beauté du corps à nos enfants. Eh ben, merci Marie-Pierre d'être venue Merci dans le Marguerite. cheminement. Merci beaucoup.